podcast d'Evolis. Laurent Asside, bonjour. Vous êtes directeur associé chez Go2Impact et aujourd'hui on va parler de taxonomie. Oui, bonjour. Très heureux de participer à cette émission. Écoutez, nous aussi on est très heureux de vous avoir. Laurent, Go2Impact, que fait votre société ? Notre société vise à aider les entreprises à accélérer leur transformation écologique en axant en fait leurs efforts sur toutes les actions qui sont à la fois durables et rentables. On est dans la même logique que quelqu'un de très éclairant aujourd'hui qui est Bertrand Piccard, qui a créé la fondation Solar Impulse et qui, comme vous le savez, a fait le tour du monde dans un avion solaire. Et qui a recensé plus de 1600 solutions durables qui sont à la fois durables et rentables. Et nous, on a cette conviction qu'on arrivera à accélérer en fait cette transformation écologique des activités, donc de l'économie française, en montrant que en fait c'est un relais de croissance et que les entreprises ont intérêt à le faire. Parce que jusqu'à présent, on était plutôt dans une écologie punitive, contraignante, et les entreprises finalement avaient une double injonction, une injonction d'accélérer leur transformation écologique et à la fois une injonction de dégager de la marge. Et c'est pour ça qu'on leur a reproché de faire du greenwashing. Et nous, chez Go2Impact, on a identifié en fait 5 leviers qui permettent aux entreprises d'accélérer cette transformation, parce que c'est une nécessité, y compris réglementaire, mais tout en gagnant de l'argent, tout en renforçant leur marge, tout en accédant à des nouveaux clients. Et pour ça, on a identifié, je vais vous le dire très rapidement, mais pour bien planter le décor, 5 leviers de transformation. Le premier, c'est justement la taxonomie. Comment on peut faire de la taxonomie, en fait, un cadre de cohérence pour les actions, de transformation écologique, en ciblant, ce qui peut être rentable. La deuxième dimension, c'est qu'une fois que j'ai compris, en fait, ce cadre, et je dois identifier des marchés durables qui vont connaître des croissances à 2 chiffres, au moins jusqu'en 2035. Et nous, on a créé un référentiel de plus de 130 marchés durables. Et c'est en se positionnant sur ces marchés durables que les entreprises vont pouvoir financer cette transformation écologique qui va leur coûter très cher. Une fois qu'on a fait ça, il faut comprendre les solutions durables du marché. C'est le travail absolument remarquable qu'a effectué la fondation Solar Impulse pour comprendre comment sont constituées ces solutions durables et comment ça répond aux attentes des clients. Ensuite, quatrième levier, c'est les modèles économiques durables. Une fois que j'ai compris les marchés durables et comment font les acteurs les plus innovants, moi aussi j'ai envie de revisiter mes offres, créer de nouvelles offres. Et pour ça, j'ai intérêt à utiliser des business models durables. Et la dernière chose, c'est l'innovation en écosystème. On comprend très vite en travaillant sur ces sujets de transformation écologique qu'une entreprise seule ne peut pas faire face à cette transformation et qu'elle doit inscrire son action dans des écosystèmes d'entreprises pour faire de la co-innovation, ce qui permet d'une part de lisser le risque et d'autre part de combiner des expertises pour adresser des sujets qui sont écosystémiques. Et pour ça, on travaille avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui s'appelle Eric Grab, qui travaille chez Michelin, qui a été responsable de la prospective et qui a créé un écosystème très puissant qui s'appelle Movinon, où il a théorisé la démarche en écosystème. Voilà, j'ai pris quelques minutes, mais c'est important de bien replacer la taxonomie dans une dynamique de développement. Très bien, merci Laurent. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle réglementation européenne appelée taxonomie européenne ? Voilà, alors je vais commencer en faisant un disclaimer. Je ne suis pas un expert à proprement parler de la taxonomie européenne. Il y a sans doute des experts qui sont plus pointus que nous. Et si à l'occasion de cet entretien, je commets des erreurs ou des approximations, je préfère m'en excuser auprès des auditeurs. Mais en tout cas, ce qui nous donne une légitimité en fait à parler de ce sujet, c'est d'utiliser ce sujet comme un levier de développement et d'innovation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le détail technique en fait de la taxonomie, c'est que ça me semble être un vecteur extrêmement intéressant pour les entreprises. Et ce qu'on apporte, nous, sur ce sujet, c'est de transformer une contrainte en avantage concurrentiel. Alors maintenant, pour planter un peu le décor et partager avec vous les éléments qu'on a compris sur le sujet. La volonté de la Commission européenne, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone. Et au-delà de la neutralité carbone, dont on parle beaucoup, la Commission européenne a essayé de construire un référentiel
Donc taxonomie, en fait, c'est une classification des activités durables et pour être considérée durable, il faut qu'une activité ait une contribution positive et significative sur un des piliers de l'impact environnemental que je vais présenter juste après, sans avoir d'impact négatif sur un autre pilier. D'accord. Et donc, la neutralité carbone, c'est juste le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation au changement climatique. La Commission européenne considère que c'est acté qu'il va y avoir des changements climatiques et de plus en plus forts. Et donc, les entreprises, pour avoir des activités qu'on dit alignées, c'est-à-dire des activités durables, il faut qu'ils se soient préparés au changement climatique. Troisième pilier, c'est l'usage de l'eau et des ressources marines. Le quatrième pilier, c'est la gestion de la pollution. Le cinquième pilier, c'est les principes d'économie circulaire. Et le sixième pilier, c'est le respect de la biodiversité et des écosystèmes naturels. La Commission européenne dit on va flécher les investissements sur les activités durables. Donc il faut imaginer qu'à côté de cette réglementation qui est très contraignante et qui est fusionnée, on en parlera tout à l'heure, avec le reporting extra-financier des entreprises, et vous allez voir que ça concerne de plus en plus d'entreprises, la Commission européenne a associé en fait cette contrainte avec un Green Deal, où certains considèrent que le Green Deal c'est le programme global, par lequel la Commission européenne cherche à flécher plus de 1000 milliards d'euros d'investissement dans les activités durables au cours des 10 prochaines années. D'accord. Donc vous comprenez notre position chez GoToImpact quand on dit il faut voir la contrainte, mais il faut voir l'opportunité. Il faut voir la contrainte du reporting, de la transformation durable des activités, mais il faut voir également un Green Deal avec 1000 milliards d'investissements sur les activités durables. Et on Hmm. le voit du reste en France par la planification écologique, plus de 40 milliards d'euros d'investis par le gouvernement français sur les activités durables. Donc il faut bien comprendre que la taxonomie vous dit cette activité est durable, celle-là ne l'est pas. Donc c'est une classification. Et du coup, vous êtes encouragé à revisiter vos process internes et revisiter vos offres de produits et de services pour augmenter votre pourcentage d'activité conforme à cette taxonomie. Et les entreprises, dans ce cadre-là, vont devoir publier, je finirai là-dessus pour faire simple, 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires aligné à cette taxonomie, donc conforme à la définition d'une activité durable. Le pourcentage également des investissements, qu'on appelle de CAPEX, et également le pourcentage des frais de fonctionnement qu'on appelle d'OPEX. On peut considérer que certaines PME vont trouver ça un peu comme une obligation, mais s'ils comprennent bien cette nouvelle réglementation, c'est une force pour être en avant sur le business à venir. Exactement. Et pas seulement sur le business à venir, votre question est vraiment centrale. Parce que c'est pas seulement sur le business à venir, c'est le business de tout de suite. Parce que nous, à GoToImpact, on a créé un référentiel, ça nous a pris beaucoup de temps en utilisant nos outils d'intelligence de marché, parce que notre expertise de longue date, on a travaillé sur plus de 500 marchés de croissance et sujets d'innovation. On a qualifié plus de 130 marchés qui connaissent déjà des croissances à 2 chiffres et qui connaîtront une croissance au moins jusqu'en 2035. On peut penser par exemple à l'efficacité énergétique du bâtiment, et on peut rentrer beaucoup plus dans le détail. On peut penser évidemment à la décarbonation du transport. On peut penser à la gestion de l'eau, la récupération d'eau de pluie. Eh bien, nous, on a identifié à GoToImpact plus de 130 marchés qui ont Hmm. déjà démarré, qui Hmm. génèrent énormément de chiffre d'affaires et qui vont connaître dans les années qui viennent des croissances à 2 chiffres. Donc D'accord. on peut imaginer que vous prenez l'un de ces marchés durables, sur une base de 100 aujourd'hui, on peut imaginer que dans 10 ans, on sera à 1000. On aura fait un fois 10. Et est-ce que justement cet objectif de neutralité carbone est-elle réalisable et à quel niveau c'est une contrainte pour les entreprises françaises, notamment sur les PME? Alors là encore, c'est une vraie grande interrogation qu'ont les entreprises, en particulier dans une période qui s'annonce être peut-être une période de déflation, puisqu'on a à la fois une croissance molle et beaucoup d'inflation. Qui est une inflation beaucoup importée, comme vous le savez, liée au coût Ouais. de l'énergie, mais pas que, qui est liée également au quoi qu'il en coûte, de la période post-Covid dans laquelle on a déversé
des centaines de milliards d'euros pour maintenir l'activité, il fallait sans doute le faire. Mmh. Mais en tout cas, l'effet combiné d'une inflation importée par les coûts de l'énergie, combiné avec des centaines de milliards qu'on a déversés sur l'économie française, de ce qu'on appelle la quantitative ease, hein, c'est-à-dire la facilité donnée aux banques de se refinancer à taux zéro, voire un taux d'intérêt négatif. Donc tout ça a créé de l'inflation. Alors pourquoi en fait c'est un défi? Parce que les entreprises sont dans une période un peu compliquée, même si sur le plan économique ça marche plutôt pas mal, mais il y a des inquiétudes sur l'avenir. Alors dans un contexte comme celui-là, on demande aux entreprises de se décarboner, donc ça va coûter de l'argent, et les entreprises hésitent. Et pour elles, parfois, elles se disent que c'est un objectif qui semble hors de portée. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que en fait, les donneurs d'ordre, leurs grands clients, vont exiger d'elles de plus en plus de faire appel à des fournisseurs, à des sous-traitants qui ont des activités durables. Et donc, si elles actionnent en fait ces leviers de transformation écologique, elles vont pouvoir conserver leurs clients et développer une nouvelle clientèle. Et pour vous, c'est pas un effet de mode, hein, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est pas du tout, dû à la situation actuelle? Non, non, c'est une révolution industrielle. En fait, c'est ça le s'il y avait quelques, messages que j'aimerais que nos auditeurs, retiennent, c'est qu'on est en train de vivre une véritable révolution industrielle et c'est même plus fort que ça, finalement puisque, on est dans une période sans doute, unique, dans la mesure où, en fait, les entreprises, elles font face à 4 révolutions industrielles en même temps et la transformation écologique est l'une de ces révolutions. Mmh. Il y a également dans le même temps, évidemment, la transformation digitale qui est une autre révolution industrielle. Oui, donc il n'y a pas que le carbone, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ah bah, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est dans le même temps, c'est-à-dire c'est ce qui fait l'originalité de notre période. On peut dire que, il va y avoir une redistribution des cartes complète sur tous les marchés liés à ces 4 révolutions industrielles, donc la transformation écologique, la transformation digitale. Une autre révolution qu'on ne voit pas et qui, à mon sens, est une révolution industrielle, c'est la révolution des business models. C'est-à-dire qu'on emprunte une autre manière de vendre nos produits et nos services. On a tous en tête le business model d'économie de fonctionnalité. Je vends un usage, je vends un résultat, et je vends pas le produit. Je vends du kilomètre parcouru, comme Mmh. l'a fait Michelin, et je vends pas le pneumatique. Mmh. C'est aussi une révolution parce que ça vous amène à reconsidérer vos offres, ça vous amène à reconsidérer les relations avec Mmh. vos clients, vos réseaux de distribution. Donc ça, c'est la 3e révolution et la 4e révolution qui est une révolution sociétale et vous voyez bien que ces 4 révolutions, elles viennent en écho puisque la révolution sociétale, c'est que, les nouvelles générations ne sont pas comme les anciennes et c'est heureux et chaque génération est venue pour décoiffer les générations précédentes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus attirer des talents dans les entreprises, grandes ou petites, hein, Mmh. si vous ne vous engagez pas avec force dans la transition écologique. Parce que les nouvelles générations, comme vous le savez, sont très sensibles à ça. Et quand je dis qu'il y a 4 révolutions, et vous me posez la question de est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est durable, bah, c'est une révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il va falloir reconsidérer tous les processus internes et toutes les offres de produits et de services. Et pour vous, notamment sur les PME, comment vont-elles gérer, financièrement cette transition? Alors, là encore, c'est vrai que c'est une question qui revient, en permanence, c'est: «OK, mais comment financer tout ça?» parce que ça va coûter très cher. Alors, il y a plusieurs leviers et j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur les différents leviers qu'ils doivent emprunter, pour financer cette transformation. 1er, levier qui est le plus positif, hein, c'est de cibler des marchés durables. Donc il faut absolument que les PME aient connaissance de ces marchés durables. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de monter un programme avec le réseau Entreprendre et avec son directeur général, Olivier Lamarque, un programme qui s'appelle Entreprendre durable pour porter à la connaissance des PME. Donc le réseau Entreprendre, c'est plus de 15 000 dirigeants entrepreneurs, principalement en France, mais aussi dans une dizaine de pays européens. Et le projet de Entreprendre durable, c'est de faire un tour de France en 2024
pour permettre à tous les dirigeants de connaître ces marchés durables. Donc, première chose, se positionner sur les marchés durables. Deuxième dimension, on a parlé de la planification écologique et le gouvernement français est très actif sur cette planification écologique avec des investissements qui vont dépasser les 40 milliards. Il y a également des programmes européens. J'ai parlé du Green Deal de 1000 milliards d'euros. Donc il faut que les PME travaillent avec des fédérations professionnelles comme Evolis, plus d'autres partenaires, des pôles de compétitivité, pour monter des programmes de transformation financés sur fonds européens. Troisième élément. Quatrième élément, c'est que, en fait, ce qui est lié à cette transformation écologique, c'est l'innovation. Ça doit être une source d'innovation pour les entreprises. Donc, n'oublions pas que la France, avec les crédits d'impôt recherche, est un pays extrêmement favorable à l'innovation. Donc, il faut qu'elle tire parti également de ça pour faire financer leur innovation. Et puis, on a également beaucoup de coopérations publiques-privées. On participe en ce moment à un concours de projets avec le groupe Caisse des dépôts et consignations qui a pris l'initiative de monter un concours de projets qui s'appelle le TechSprint. Et donc, on voit bien au travers du TechSprint, donc qui est positionné sur la data au service de la transformation écologique, et bien qu'il y a de plus en plus de concours de projets de ce type-là, sur lesquels les entreprises peuvent trouver des financements. Là, il y a quand même des subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros pour des projets qui sont lauréats dans le cadre de ce concours. Quelles sont les actions que vous préconisez pour aider les entreprises à se transformer positivement et tirer parti de ce cadre réglementaire? Alors, comme je l'ai évoqué, ça va me permettre, votre question va me permettre de compléter. En fait, comme je l'évoquais dans le début de mon propos, c'est une opportunité unique pour les entreprises de revisiter leurs process et de revisiter leurs offres en faisant de l'innovation. Il faut qu'elles le voient comme ça, en fait. Donc, il va y avoir deux catégories d'entreprises. Celles qui vont être dans une stratégie d'évitement, en se disant je temporise, finalement tout ça va mettre du temps, c'est trop compliqué, j'ai pas les moyens. Et je fais le pari que malheureusement pour elles vont gagner de l'argent à court terme puisqu'elles vont pas engager d'investissement, mais à long terme elles sont condamnées. Maintenant, celles qui voient cette révolution industrielle comme une opportunité, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont premièrement comprendre quels sont les objectifs environnementaux qu'elles doivent intégrer dans leurs process et dans leurs offres pour se mettre en conformité avec la taxonomie européenne. De notre côté, on a listé une 50aine d'objectifs qui couvrent les 6 piliers de la taxonomie que j'ai évoqués tout à l'heure. Première chose, utiliser la taxonomie comme un cadre de cohérence, comme une grille de lecture de l'ensemble des process internes et des offres de produits et de services. Deuxième dimension, comme je l'ai dit à l'instant, cibler des marchés durables. Donc elles doivent prendre connaissance des marchés durables et se dire finalement sur l'ensemble de ces marchés qui sont en train de se développer, quels sont les marchés sur lesquels je peux me positionner. Si on parle par exemple des équipementiers adhérents d'Evolis, on parle beaucoup des engins de chantier. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de conversion des engins de chantier qui tournaient au mazout, au gasoil plutôt, et qui doivent être maintenant convertis en électrique. Et il y a de plus en plus de donneurs d'ordre qui exigent d'avoir du matériel électrique. Donc il y a un vrai sujet de conversion des équipements. Si je pense également aux adhérents d'Evolis, on parle beaucoup de décarbonation de l'industrie. Oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer les équipements, améliorer les émissions carbone des équipements actuels. Donc ça va générer énormément d'investissements avec des financements publics, puisqu'il y a un grand plan aujourd'hui gouvernemental sur la décarbonation de l'industrie. Donc deuxième levier de performance, cibler ces marchés durables, voir un peu quels sont les business qui se développent. Troisième chose, s'inspirer des solutions durables et identifier des solutions durables qu'elles peuvent intégrer dans leur process. Et là, je les invite, puisque c'est un référentiel qui est totalement gratuit, à accéder au site de la Fondation Solar Impulse, dans lequel elles pourront trouver plus de 1600 solutions qui sont à la fois durables et rentables.
Donc ça, c'est le troisième volet. Le quatrième, c'est de connaître les business models qui s'inscrivent naturellement dans la conversion écologique. Donc là encore, nous, on a créé un référentiel de 40 business models. Et si certains auditeurs sont intéressés, on pourra partager ce référentiel. Donc ça permet de revisiter en fait son offre au travers de ces business models pour adresser en fait le besoin des clients d'une manière différente. Et ensuite, le dernier volet que je les encourage à faire, c'est d'être beaucoup plus actifs dans des écosystèmes d'entreprise, pôles de compétitivité, clusters, fédérations professionnelles comme Evolis, pour monter des projets communs, pour faire de la co-innovation, comme dit Eric Grab, c'est-à-dire, en fait, fédérer ces ressources, ne pas être seul dans ce moment de transformation, parce que c'est beaucoup trop complexe à gérer seul. Donc, je les invite à s'impliquer. C'est le cas, par exemple, de l'écosystème dont je vous ai parlé, qui s'appelle Movinon, que Eric Grab a créé, dans lequel il y a plus de 300 entreprises qui collaborent au sein d'une trentaine de communautés d'intérêt en vue de faire émerger des sujets de co-innovation. Et pour vous, le débat autour de la taxonomie, disant qu'il faut temporiser et laisser voir venir, n'est pas du tout une bonne idée. C'est comme j'ai l'habitude de le dire à ceux qui m'interrogent, c'est le pari de Pascal. Si vous m'autorisez à appeler ça comme ça, vous savez que ce qu'on appelle le pari de Pascal, c'est de dire Oui. je sais pas si Dieu existe, mais ne sachant pas, il vaut mieux que j'y croie, parce que si finalement j'opte pour le fait de ne pas y croire et qu'il existe vraiment, ça va être très douloureux pour moi. Je ferai exactement la même réponse. C'est qu'il y a des entreprises qui vont temporiser et je leur donne rendez-vous dans 5 ans. Et moi, je leur dis, si elles se sont trompées, elles vont disparaître. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit ? Et vraiment, votre question, elle est très importante. Et vraiment, j'aimerais que nos auditeurs gardent ça en tête. Nous, on a vu dans les appels d'offres lancés par les grands donneurs d'ordre, eh bien, le poids relatif des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, augmente considérablement. Ouais. Avant, c'était anecdotique. Maintenant, dans de plus en plus d'appels d'offres, c'est entre 30 et 50%. Et d'ailleurs, si on prend en considération les fonds d'investissement, de plus en plus, les fonds d'investissement disent les critères extra-financiers, la notation extra-financière, est équivalente à la valeur des critères financiers d'une entreprise. Ouais. Et demain, dans les achats, ça va être pareil. Donc et comme c'est très complexe d'amorcer cette transformation, les entreprises qui vont temporiser, elles vont se dire, mais dans 3 ans ou dans 5 ans, il faudra qu'elles refassent la courbe d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien garder ça en tête, et ça, c'est vraiment l'élément central. C'est que c'est très complexe à mettre en œuvre. On va dire, oui, si c'est complexe, je vais temporiser. Non, parce qu'aujourd'hui, on a le droit de se tromper, parce que tout le monde tâtonne. C'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Sauf que dans 5 ans, il y a un certain nombre d'entreprises qui auront cavalé, qui auront avancé. Elles auront fait du try and error, elles auront essayé, elles se seront trompées, elles auront ajusté. On voit bien que derrière ce sujet de transformation écologique, il y a le sujet de la data, de la donnée, parce que les entreprises n'ont pas les données pour faire le reporting. Alors vous allez me dire, si vous dites ça, monsieur Acide, ça veut dire que les entreprises vont dire, j'ai pas la donnée, je peux pas le faire. Non, parce que je dois mettre en place un processus qui va me permettre d'avoir cette donnée. Et en fait, dans cette donnée, d'où le scope du concours du groupe Caisse des dépôts, et je leur rends hommage parce que ils ont fait un programme absolument exceptionnel qui embarque l'ensemble de l'écosystème du groupe Caisse des dépôts, qui est très large, plus beaucoup de partenaires, comme évidemment BPI France fait partie du groupe Caisse des dépôts, comme vous le savez, mais embarque l'ADEME, le CIGREF, donc un ensemble de partenaires pour dire quoi ? Pour dire les pouvoirs publics, les entreprises qui intègrent leur action comme bras armés, quelque sorte, de la volonté publique, la volonté du gouvernement d'accélérer cette transformation écologique, mobilisent l'ensemble des moyens au service des entreprises qui veulent offrir des solutions, et notamment des solutions digitales. Et c'est pour ça que je dis aux entreprises, vous n'avez pas les données, c'est compliqué de faire des évaluations de vos activités, mais il faut le faire maintenant pour être sur une courbe d'apprentissage et montrer à vos donneurs d'ordre que vous êtes en train de vous transformer positivement
pour intégrer cet objectif de neutralité carbone d'une part, mais également de limiter l'impact environnemental négatif de votre activité. Pour vous, à proposition égale entre 2 entreprises, le choix ira toujours vers celle qui adhère, à la taxonomie? En fait, on est dans un moment de passage aujourd'hui. Il faut bien comprendre, j'ai des échos contradictoires sur le terrain, des forces de vente. Des forces de vente qui me disent: «Laurent, tu sais, on a des acheteurs, ils sont intéressés, mais à la fin, ils nous demandent un prix». Oui. Donc ça, c'est on pourrait se dire, back to reality, quand on revient dans le business, les acheteurs demandent un prix et on voit bien aujourd'hui que la maîtrise des coûts, c'est un élément essentiel de la survie des entreprises. Mmh. Donc la pression à la baisse des prix, elle est constante auprès des fournisseurs. Oui, mais justement, à Hem proposition égale, À proposition égale, c'est évident, mais ouais, comme les solutions durables, ont un coûtent coût plus important, généralement ouais, donc tout à fait, ouais. coûtent généralement plus cher, Mmh. évidemment que comment dire? Que les acheteurs sont tentés de tirer les prix vers le bas et donc ont tendance à ne pas prendre suffisamment en considération les offres durables de leurs fournisseurs. Mmh. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, parce que c'est pour ça que votre dernière question, elle est très importante, c'est que j'encourage en fait les fournisseurs à co à construire en fait une nouvelle proposition de valeur auprès de leurs donneurs d'ordre en disant: «Nous sommes au service de votre transformation écologique» et à faire des scénarios, dans leurs offres en disant: «Voilà le scénario du moins-disant, où là on va chercher un prix, mais voilà un deuxième scénario si vous souhaitez qu'on se mette au service de votre transformation écologique, parce que voilà l'enjeu pour vous d'accélérer votre transformation écologique. Et moi, fournisseur, je suis au service de votre transformation écologique». Avez-vous un exemple démonstratif d'une entreprise qui s'est engagée? Oui, on a un exemple démonstratif d'une entreprise qui s'est engagée avec force. Et je veux citer Engie, et en particulier la branche Engie Solutions. Donc on a travaillé avec la direction marketing, innovation RSE et Olivier Grell, que je salue à ce micro. L'objectif était de travailler sur la transformation écologique d'une activité qu'on appelle le facility management. Donc ça va intéresser un certain nombre d'auditeurs. Ce qui est intéressant dans le facility management, c'est que ça couvre plusieurs métiers, puisque ça couvre à la fois, donc c'est la vie du bâtiment, bien sûr, hein, mais dans la vie du bâtiment, vous avez les sujets touchant à l'énergie, aux multitechniques, au nettoyage, à la gestion des déchets, à la vie des occupants, c'est-à-dire la restauration, à la gestion des espaces verts, donc la biodiversité, et maintenant de plus en plus à la mobilité, puisque les entreprises offrent maintenant des services de mobilité durable, des Mmh. vélos électriques ou des prises de recharge. Et là, l'objectif, donc on a travaillé avec la patronne de partie de l'activité Facility Management de l'époque, s'appelait Nelly Nicoli, avec qui j'avais déjà beaucoup travaillé par le passé. Et l'idée, c'était de construire finalement une offre qu'on pourrait appeler de FM à impact, hein, de Facility Management à impact, et de construire un discours vis-à-vis des clients en disant: nous, on ne se contente pas de gérer l'immeuble. On vous propose de le gérer en respectant au maximum les principes de la taxonomie européenne et en utilisant des actions, des équipements, des solutions les plus durables possibles. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé sur l'ensemble de ces 6 domaines que j'ai évoqués, l'ensemble des actions ou des équipements qui étaient utilisés, et on a fait, d'ailleurs en utilisant le référentiel de Solar Impulse, plus d'autres solutions qu'on a été chercher, eh bien on a été amené à proposer des solutions alternatives qui étaient plus durables. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a travaillé avec les équipes techniques, donc les bureaux d'études internes de NJ Solutions, mais également avec les forces de vente,
pour construire un discours et pour pouvoir choisir les solutions qui correspondaient aux attentes des clients. Mmh. Et quelle n'a pas été notre surprise, et c'est là où c'est très intéressant par rapport à votre dernière question sur des exemples, c'est que quand on a été présenté ça avec Valérie Baudichon et Marie-Laurence Cabrol, qui est la responsable RSE, quand on a été présenter une sélection d'une vingtaine de solutions durables à des responsables d'exploitation de sites, donc des gens qui sont très dans l'opérationnel. Bien On sûr. pourrait se dire, bon, là, c'est encore des réflexions au niveau de la direction marketing innovation de Paris. Ils ont fumé la moquette. Eh ben, on leur a dit, on vous en présente 20 sur les 50. Dites-nous celles que vous souhaitez mettre en œuvre immédiatement. Vous allez leur mettre une lettre A. Celles que vous pourriez mettre en œuvre, mais plutôt dans un deuxième temps, lettre B, cotation B, et celles qui vous semblent inadaptées, cotation C. Et ben, quelle n'a pas été notre surprise, puisque là, on est dans un plan de formation avec Valérie et Marie-Laurence, de voir que les équipes opérationnelles, donc les responsables d'exploitation de site, ont quasiment mis toutes les solutions en A ou en B, et beaucoup en A. Et eux-mêmes nous ont dit, formidable, parce qu'on a grâce au travail que vous avez fait, une manière de renouveler le dialogue avec les directeurs de site pour être force de proposition. Et quand on a présenté ça aux forces de vente, ces forces de vente nous ont dit c'est formidable parce que là encore, par rapport vous savez, il y a parfois des appels à manifestation d'intérêt dans lequel un grand donneur d'ordre propose à des fournisseurs de construire une solution. Et ensuite, il y a un appel d'offres qui est lancé. Eh bien, les forces de vente nous ont dit ce mouvement de transformation écologique permet d'enrichir considérablement le dialogue et de le faire quelque part dépasser le simple face-à-face, le simple négociation sur le prix. Parce que les forces de vente, forcément, elles ont cette contrainte-là d'avoir toujours des acheteurs qui disent un prix, un prix, un prix. Mais grâce à la transformation écologique, ça permet d'enrichir ce dialogue-là en disant « Ok, il y a un prix, mais il y a aussi une performance écologique que je peux mettre à votre disposition. » Merci beaucoup Laurent pour tous ces éclaircissements et surtout pour nous avoir un petit peu expliqué comment va fonctionner et quel intérêt de ce règlement. Et je vous dis, écoutez, à bientôt sur un nouveau podcast, pourquoi pas. Merci bien et merci de cet échange qui était très intéressant et stimulant. C'était les podcasts d'Evolis.